Bon, écoutez, moi, disons, je suis un petit peu l'intrus aujourd'hui. Je suis le seul à ne pas être chercheur, à ne pas faire partie d'un institut de recherche. Je suis un banal vétérinaire praticien à qui, paradoxalement, on a confié, je dirais, la mission de vous parler un peu de la viande de synthèse, alors que je suis un ancien praticien ayant exercé en zone charolaise, au milieu des éleveurs du Charolais, et inutile de vous dire que si je leur expliquais aujourd'hui que je venais parler de la viande de synthèse, j'encourrais le risque peut-être d'atterrir dans une fosse à lisier sans explication adaptée. Bon, alors, moi, si vous voulez, je me donne d'idées simples de ce que je sais à partir des lectures que j'ai pu faire, et notamment des quelques publications de chercheurs, notamment de l'INRAE. Alors, moi, je pense que j'ai voulu aussi parler de cela très brièvement en le situant dans le contexte de l'omnivorisme, ce que j'ai appelé l'omnivorisme, le régime omnivore. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier, de nos jours, on a tendance à oublier que Homo sapiens est omnivore, et même avant lui, les premiers hominidés, dès les australopithèques, finalement, consommaient de l'aliment d'origine animale. Les premiers étaient charognards, etc. Il y a eu des variations. On sait que l'homme de Néandertal a peut-être été plus porté sur l'alimentation carnée que Homo sapiens. Il y a des variations, comme je vous l'ai dit. Bon, notre histoire, nous, elle remonte à 300 000 ans, mais il n'empêche que nous avons quand même, il ne faut pas l'oublier, me semble-t-il, une adaptation anatomique, physiologique, biochimique, enzymatique à une alimentation qui comprend à la fois de l'alimentation d'origine animale et de l'aliment d'origine végétale. Je signale, j'ai trouvé tout à fait par hasard, je l'ai signalé ici, une thèse qui a été soutenue à l'école vétérinaire de Lyon en 2023, de Chloé Fauveau, sur l'humain mangeur de viande, qui est très intéressante, notamment au plan sociologique. Alors, je vais passer rapidement, puisque Nicole a déjà évoqué notre équilibre nutritionnel. Je crois que toute espèce aspire, finalement, parmi les espèces dont le vivant aspire à vivre le plus longtemps et se reproduire. Bon, et bien pour cela, il faut, comme nous l'a rappelé Nicole tout à l'heure, qu'il y ait une parfaite adaptation des apports nutritionnels aux besoins nutritionnels. Et je dirais que c'est une sorte de truisme que de dire que c'est a priori plus facile en régime omnivore qu'en régime purement carné ou qu'en régime purement végétal. Il y a souvent cette espèce de représentation idéologique qui consiste à dire que puisque nous sommes omnivores, nous pouvons manger soit de l'aliment d'origine animale, soit de l'aliment d'origine végétale. La question c'est ou bien et. C'est le débat. Donc c'est pas si facile que cela de passer à un régime purement végétal ou à un régime purement carné. Le régime omnivore, donc, est remis en cause. Alors, ce qui est remis en cause dans le régime omnivore, bien entendu, c'est surtout la partie animale, et notamment la partie carnée. Bon, si j'ai mis Mathieu Ricard ici, c'est parce que je voulais simplement rappeler que cette remise en cause, je dirais, au sein de notre espèce animale, elle résulte, elle est faite par l'homme cultivé. C'est notre culture, c'est par notre culture qu'on est capable de remettre en cause notre propre alimentation. C'est une démarche très intellectuelle que de remettre en cause notre alimentation. Voilà. Peu d'espèces animales sont capables de remettre en cause, à ma connaissance, leur alimentation. Alors les raisons qui sont invoquées sont les raisons, j'ai mis entre guillemets la notion d'éthique animale. Bon, c'est bien entendu la prise de conscience avérée au plan scientifique, de la sensibilité et de ce qu'on appelle la sentience, conscience, disons, avérée chez un certain nombre d'espèces animales. Donc il y a une remise, une prise de conscience d'une relation nouvelle que nous pouvons avoir avec les autres espèces, et notamment les espèces animales. Et puis bien sûr, il y a les raisons environnementales et il y a les raisons de santé. Alors, je vais aller très vite, puisque Nicole a déjà balayé ça, mais on va revenir sur le régime omnivore au regard des piliers de l'alimentation durable. Je vais vous présenter ça finalement en reprenant le plan de Nicole et en reprenant les 4 piliers de l'alimentation durable. Donc la question qui est à se poser d'abord, c'est de savoir si le régime omnivore comportant de l'apport de nutriments d'origine animale et de nutriments d'origine végétale est bien sain
au plan nutritionnel et sanitaire. La question est là. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il apporte de l'eau, des glucides, des lipides, dont des acides gras essentiels, des vitamines, des minéraux, des fibres. C'est cela la question à se poser pour, je dirais, être conforme au premier pilier de l'alimentation durable. Alors, donc, bien entendu, il y a des nutriments qui sont d'origine animale et d'autres d'origine végétale, avec des différences qualitatives et quantitatives qui sont sources de difficultés possibles. Bon, la richesse comparée en acides aminés, notamment en acides aminés essentiels, n'est pas forcément la même, je dirais, entre les aliments d'origine végétale et ceux d'origine animale. On pourrait dire la même chose pour les minéraux, hein, par exemple pour le fer. Hein, je dirais, il n'y a pas seulement aussi l'aspect quantitatif, il y a aussi l'aspect de la disponibilité. Le fer des épinards n'a pas forcément la même disponibilité que le fer héminique de la viande. Ils sont donc pas si facilement interchangeables que cela. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les interchanger, chercher à tendre à cela. Donc sur le plan nutritionnel, voilà, il y a donc des variations. Et bon, comme l'avait dit Nicole, bien, comme toujours, hein, c'est dans la mesure, quand les choses sont, quand il y a diversité et moyenne, les choses sont plus faciles que quand on se situe à une extrémité de l'échelle. Et puis il y a aussi la question sanitaire. Alors la question sanitaire, évidemment, elle se pose beaucoup plus, ou elle se pose essentiellement avec l'aliment d'origine animale. Et donc ça c'est un point faible, je pense, bon, les zoonoses, je vous donne l'exemple, la vache folle c'est un exemple, vous voyez, donc c'est un argument, je dirais, défavorable aux nutriments d'origine animale, et notamment aux carnets. Et puis il y a les toxi-infections alimentaires. Alors on les associe assez souvent, le plus souvent c'est des toxi-infections alimentaires à l'alimentation d'origine animale. Mais enfin je vous rappellerai que la dernière toxi-infection grave, très médiatisée de 2011, qui avait concerné l'Allemagne, un peu la France, elle était due à un colibacille, producteur de chigatoxine. Eh bien, il s'agissait de graines de fenugrec, et en plus, je dirais, dans une production dite bio. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas une exclusivité de l'aliment d'origine animale que ça. Alors, est-il économiquement équitable? De façon générale, voilà, Nicole l'a rappelé, l'aliment végétal est moins cher que l'aliment d'origine animale, ça, sur ce plan, avantage au végétal. Est-il respectueux des écosystèmes et de la biodiversité? L'aliment d'origine animale provient pour l'essentiel des élevages intensif ou extensif. Hein. Donc la critique, fondée ou non, porte généralement sur les élevages intensifs. Je dis fondée ou non parce que il n'y a pas forcément, certains élevages non intensifs ne sont pas forcément non plus toujours vertueux, et le vétérinaire que je suis peut en parler en connaissance de cause. L'aliment d'origine animale est plus consommateur d'eau que l'aliment d'origine végétale. Bon, alors là, évidemment, je n'ai pas le temps de m'y étendre parce que le temps imparti est beaucoup trop court. Mais vous savez, il y a tous ces chiffres, finalement. Le kilo de viande nécessite 15 000 mètres cubes d'eau, etc. 15 000 litres d'eau. C'est, bon, disons, tout dépend de quoi on parle et de quelle eau on parle. Hein. Un certain nombre de publications faites par des chercheurs de l'INRAE ont ramené la réalité à quelque chose qui se situe plutôt du côté de 20 à 50 litres d'eau. Bon, peu importe. Bon, les élevages de ruminants, bovins en particulier, sont accusés de contribuer largement aux gaz à effet de serre. Bon, il y a un certain nombre de contre-vérités aussi qui ont été dites autour de cela, hein, dans la comparaison, notamment des comparaisons qui ne sont pas faites sur des bases identiques avec les transports, par exemple, hein, avec la production de gaz à effet de serre sur les transports. Mais je vous propose, on y reviendra si vous voulez dans la discussion, si vous voulez, parce que je n'ai pas le temps de le développer à cet instant, mais c'est un point important sur lequel on pourra revenir. Donc la question en amont, oui, c'est pour ça que c'est tout à fait lié d'ailleurs à la question des ruminants, et ça on pourra en parler avec nos agronomes qui tenaient la table ronde ce matin. C'est aussi la question des terres cultivables versus la prairie. Hein, la prairie dont on a dit ce matin qu'elle pouvait constituer un excellent puits de carbone et un réservoir remarquable de biodiversité, ben, si vous voulez, s'il y a de la prairie et de la prairie utilisable parce qu'il y a des ruminants, si vous voulez, hein, il y a un équilibre entre la présence de ces ruminants qui éructent du méthane et puis l'existence de la prairie qui n'est pas une terre cultivable. Voilà, c'est qu'elles ne sont pas cultivables.
l'idée qu'on a de supprimer les prairies pour les remplacer par des cultures, c'est une idée qui émerge dans l'esprit de personnes qui, évidemment, ne connaissent pas trop l'agronomie, autant que je sache. Alors, est-il acceptable ou influençable culturellement? Ben, c'est une autre question à se poser. Les questions... C'est par définition une question d'éthique animale. Hein. La contestation, comme je l'ai dit, concerne essentiellement la partie animale du régime. Alors, c'est la question de la vie de l'individu, si vous voulez, hein, bien sûr, dès lors qu'on a compris qu'un grand nombre d'espèces animales, et notamment celles qui sont les plus proches de nous, les animaux de compagnie, puisque dans une société urbanisée, finalement, la référence, c'est la référence au chat ou au chien qui vit sur son canapé. Donc, on compare la vie de l'individu animal à la vie de... Mais, vous voulez, le débat, c'est un débat qui pourrait être entre la vie de l'individu et puis le vivant. Parce que le vivant, de façon générale, il ne se préoccupe pas trop de la vie et de la mort. Les espèces sont souvent en guerre les unes contre les autres. Donc c'est un autre débat sur lequel on pourrait... Et puis il y a l'anthropomorphisation de l'animal de compagnie qui joue pleinement, les tabous alimentaires, les tabous religieux sur lesquels on pourrait revenir, la question de la consommation des insectes qu'on essaie finalement de promouvoir en ce moment chez nous dans les pays occidentaux, même si un très grand nombre d'humains aujourd'hui sur la Terre consomment des insectes de façon traditionnelle et culturellement acceptée, c'est pas forcément facile à faire accepter chez nous. Puis après, il y a eu la notion de viande végétale sur laquelle je ne vais pas revenir. Finalement, on s'est dit, ben voilà, on va essayer, finalement, pour des populations habituées à consommer de la viande, à leur fournir comme aliment des végétaux qui ressemblent à de la viande. Mais là, on est beaucoup dans l'artifice, hein, parce que je ne vous ferai pas le détail des arômes et des additifs que comportent aujourd'hui de tels aliments. Alors, l'idée, bien sûr, qui a été développée ces dernières années, mais à laquelle Churchill avait déjà pensé, parce que finalement, l'histoire de la viande de synthèse ou viande in vitro, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on a pensé dès lors qu'on a compris au début du XXe siècle et qu'on a su réaliser des cultures cellulaires. Même Churchill avait imaginé qu'on pourrait supprimer les élevages et les remplacer par de la production de viande cellulaire. Puis on n'en a plus parlé pendant longtemps, c'est revenu sûrement sous l'influence peut-être de ce que d'aucuns appellent parfois péjorativement les animalistes. Et voilà. Qu'est-ce que c'est la viande de synthèse? Je vous ai indiqué les autres définitions. Viande, bon, déjà, le mot viande, j'en parlais à un agriculteur il n'y a pas longtemps, et la première chose, il m'a dit, s'il vous plaît, ne me parlez pas de viande, hein, c'est pas de la viande. Bon, voilà, le mot viande, c'est une usurpation. Alors, bon, en fait, là, il s'agit quand même, malgré tout, aussi, dans la mesure où on essaie de reproduire de la fibre musculaire. Bon, autant le terme viande végétale pourrait être considéré comme galvaudé, là, ça a un peu plus de signification, puisqu'on essaie, si vous voulez, le principe, c'est de cultiver de produire de la cellule de culture, d'une culture de cellules musculaires à destination alimentaire. Alors, il faut d'abord avoir des cellules qui sont capables qui sont dédifférenciées, si vous voulez, hein, quand moins les cellules sont différenciées, plus elles ont la capacité à se multiplier. Donc l'idée, c'est de partir de cellules dédifférenciées, de cellules souches, qu'on peut faire se multiplier dans des milieux de culture adéquats, et puis ensuite les faire se redifférencier en fibres musculaires. Alors je passe un peu sur toutes les étapes, hein. Donc il y a le matériel biologique. Alors pour l'instant, le matériel biologique, eh bien, on le trouve plutôt sur des cellules immatures prélevées sur des fœtus de bovins, par exemple. Hein, voilà. Donc prélevées, évidemment, sur des vaches gestantes. Hein. Vous voyez, je vous le dis tout de suite. Voilà. Le milieu de culture dans lequel ces cellules sont immergées, c'est un milieu de culture complexe, comportant notamment, pour l'instant, pour le moment, assez souvent du sérum fœtal. Il y a des alternatives, mais elles ne sont pas forcément, je dirais, faciles et intéressantes. Il y a beaucoup de facteurs de croissance. Il y a eu l'utilisation assez large d'antibiotiques hein, dans la réalisation de ces viandes in vitro. Et puis après, il y a la question des supports de culture, qui sont pour l'instant souvent sur des polymères. On essaie de voir si certains supports végétaux sont possibles. Bon, je vous rappelle que le premier burger artificiel, il a été produit en 2013 et il coûtait 330 000 $. Alors, bon, voilà, d'où vient le projet? Peut-être les mouvements dits animalistes, ou plutôt, moi je dirais, de façon moins péjorative, la prise de conscience, je dirais, ces dernières décennies,
de la capacité des animaux à avoir une sensibilité et avoir des comportements qui traduisent la conscience, voire la conscience d'eux-mêmes, amène évidemment à se poser sûrement la question de la mort de l'animal, hein, donner la mort, voilà, c'est cela, c'est ce qui motive. Et puis aussi le chiffre, hein, les chiffres du nombre d'animaux abattus dans le monde, 70 milliards par rapport à cette population, je dirais humaine de 7-8 milliards, de 8 milliards aujourd'hui, donc ça peut choquer. Alors après, d'un projet post-humaniste, parce que vous savez quand même que finalement, cela s'est surtout développé en Californie, et que bon, l'argent des GAFA, il est très investi dans la production de viande de synthèse. Voilà. Alors, est-ce que mieux adapté à l'humain? Oui, enfin bon, après, vous savez, il y a tout un débat avec l'emploi du mot zoophagie et sarcophagie. Hein, à un moment donné, l'humain, il consommait de la viande, de la chair animale, tout en sachant, en ayant parfaitement conscience qu'il donnait la mort à un animal. C'est le cas de ma fille, elle n'est pas du tout gênée, ma fille, de consommer, elle voit la vache, elle voit précisément le steak dans la cuisse de la vache qui est dans le pré. Mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait cela, et depuis longtemps, la consommation de viande, on essaie il y a déjà un moment qu'on cache un petit peu l'origine de cette viande, hein, surtout si elle est hachée, donc voilà, on ne veut plus savoir d'où elle vient, on est sarcophage plutôt que zoophage. C'est ce que disent un certain nombre d'eux. Alors, est-elle sûre et saine au plan nutritionnel et sanitaire? Bon, on peut dire qu'elle n'est pas vraiment comparable à de la viande, parce que pour l'instant, ce qu'on a produit, surtout, c'est je dirais, du tissu musculaire, enfin encore même pas du tissu musculaire, des myocytes, si vous voulez, hein, des myoblastes transformés en myocytes. Alors après, on peut essayer d'introduire du tissu adipeux pour l'améliorer, vous voyez, mais il y a tout un tas de tissus conjonctifs. Quand vous mangez de la viande, ça a une certaine structure, ce n'est pas un amas de fibres musculaires, c'est bien plus complexe que ça. Donc c'est pas facile à faire, c'est pas gagné. Et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, le fer héminique, hein, ce que j'ai pu lire des quelques travaux de chercheurs, notamment de l'INRAE, c'est que, bon, pour l'instant, disons, le fer héminique est moins présent dans ces viandes telles qu'elles sont produites. Sans risque sanitaire, c'est pas absolument gagné, hein, parce que on peut très bien l'imaginer, c'est une toxi-infection, ça peut se développer, et puis je vous ai évoqué tout à l'heure qu'il fallait beaucoup d'antibiotiques, par exemple, hein, pour faire ça. Alors, qui dit antibiotiques, vous savez, aujourd'hui, on essaie de lutter contre l'antibiorésistance, on essaie de lutter contre l'utilisation excessive et intempestive d'antibiotiques partout. Bon, voilà, donc il faut s'interroger. Je vous pose juste la question, vous y réfléchirez. Est-ce bien le moment de se mettre à fabriquer de façon artificielle un succès donné de la viande qui n'est pas forcément non plus sans risque sanitaire. C'était un des risques qu'on voulait aussi éviter. Est-elle économiquement équitable? J'arrive au bout là, c'est bon? Bientôt. Non, la réponse catégorique pour le moment est non. Hein, vous avez vu le prix, bon, ça a bien baissé. Vous savez que c'est commercialisé aujourd'hui avec connaissance aux États-Unis. Déjà, il y a des débuts de commercialisation aux États-Unis, à Singapour, en Israël. Bon, pas de commercialisation dans l'Union européenne, dont les systèmes, si vous voulez, de sécurisation de la qualité, les exigences, si vous voulez, qualitatives sont sûrement plus importantes que ce qu'elles sont, même aux États-Unis. Est-elle respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité? Bon, là, je suis peut-être un peu négatif en disant bien loin d'être prouvé. Voilà, c'était précisément un des objectifs. C'est aussi un des objectifs. C'est notre objectif, bien entendu, d'avoir une alimentation qui soit la plus respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité. C'est ce que vient de nous développer Nicole, et nous sommes tous d'accord sur cet objectif à atteindre, c'est évident. Pour autant, il semblerait, d'après mes lectures, que c'est consommateur d'énergie, hein, pour l'instant, très consommateur d'énergie, et je dirais l'avantage par rapport à la consommation énergétique des élevages n'est pas encore démontré. Alors, pour les gaz à effet de serre, il y a reproduction de méthane, bien entendu, ici, mais il y a l'avantage de production de CO2. Alors, le CO2, bien entendu, il est peut-être moins impactant dans l'atmosphère, mais il persiste beaucoup plus longtemps que le méthane.
Hein, c'est à voir. Et puis, quant aux pollutions, bien, inutile de vous dire que toutes ces eaux, notamment qui circulent dans les incubateurs, chargées, comme je vous l'ai dit, d'antibiotiques, de facteurs de croissance, etc., sont susceptibles de se retrouver, bon évidemment, vous voyez, je vais vous représenter une rivière polluée, vous allez dire que je suis quand même un petit peu partial dans ma présentation. Bon, écoutez, je ne vous cache pas que je ne revendique pas ici une présentation parfaitement objective et strictement impartiale. Est-ce que c'est culturellement acceptable? C'était ça le point de départ. Hein. Finalement, la justification, elle était quand même, bon, peut-être sanitaire, environnementale, mais aussi culturelle, hein, et notamment ne plus provoquer la mort d'un animal. Hein. Mais voilà. Ceci dit, il faut quand même du sérum fœtal. Donc, le sérum fœtal, ça traduit, si vous voulez, pour le récupérer, il faut abattre des vaches gestantes quand même. Hein. Il faut abattre, ça coûte très cher, ça coûte une fortune pour l'instant. Il faut abattre des vaches gestantes. Or, écoutez, moi j'ai adhéré, vous savez, aussi à un certain nombre d'associations et d'organisations de protection animale. J'ai été interpellé il n'y a pas très longtemps, il y a 10-12 ans, c'était vraiment un grand débat sur le fait qu'arrivé à l'abattoir, trop souvent, des vaches gestantes avec porteur, un fœtus, qui était finalement un être sûrement sensible. Enfin, on se préoccupait d'ailleurs peut-être plus de la présence de fœtus dans l'utérus de vaches à l'abattoir que finalement dans le cas des fœtus humains, si vous voulez. Hein, l'avortement dans l'espèce humaine est finalement, semble-t-il, presque mieux toléré que dans l'espèce bovine, hein, par certains. Voilà. Bon, les hormones et facteurs de croissance, je vous en ai parlé. Les antibiotiques, c'est pas à moi qui me suis beaucoup investi dans la lutte contre l'antibiorésistance qu'on fera prendre des vaccins pour des lanternes. Donc, vous voyez, c'était très rapide, hein, moi, ma présentation, puisque je ne suis pas un spécialiste de la question, c'était juste pour lancer le débat. Ce qui pour l'instant, avec cette observation, c'est que toutes les personnes qui écrivent, tous les chercheurs de l'INRAE qui ont publié, disent tous que, bon, ils sont très prudents dans leurs publications parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont parfois des difficultés d'accès aux réelles informations, puisqu'il y a beaucoup de secrets de fabrication, si vous voulez, pour l'instant. Et les quelques grandes entreprises américaines qui produisent ne sont pas forcément prêtes à livrer tous leurs secrets et à dire toute la vérité sur ce qui se passe. Donc il faut être prudent. Alors là, je suis absolument, cette fois-ci, plus scientifique du tout, je vous livre mon avis, vous voyez, en disant que finalement la remise en cause de notre omnivorisme naturel, et ce que j'appelle son prolongement paroxystique dans la recherche d'une solution non prédatrice ni mortifère à travers la production de viande cellulaire, ne serait-elle pas d'abord l'expression suprême de la prétention et de l'arrogance humaine, du refus par Homo sapiens de sa propre animalité et finalement d'une vision anthropocentrique du monde quelque peu exquise? Voilà la question que je voulais vous poser, qui pourra lancer le débat. Merci de votre attention.